Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo spéciale. Alors, nous avons parlé du livre Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet, que j'ai lu dans le cadre du littérature féminin d'Antastasia Lee. C'est un livre que je veux lire depuis super longtemps en fait parce que il m'a vraiment tapé dans l'œil quand j'ai regardé le film Ce que le jour doit à la nuit, qui est une adaptation cinématographique de l'œuvre de Yasmina Khadra qui porte le même nom. Et je voulais absolument trouver ce livre dans cette édition-là. Donc l'édition de Noël, hein, c'est celle où il est sorti. Il est sorti en 1943 et mon édition, je crois qu'elle date de 1947. 48 apparemment. Voilà, 1948. Donc c'est ça, c'est un livre qui a été écrit par Elsa Triolet entre 1941 et 1942. Et donc c'est ça. Alors je vais faire quelque chose que j'aime beaucoup dans mes vidéos, c'est-à-dire que je vais vous lire des passages que j'aime bien pour parler un petit peu de ce livre. Donc je vous dis tout de suite, cette vidéo risque de durer un petit peu. Mais moi ça me dérange pas, je trouve ça vraiment intéressant de lire des passages du livre qui m'ont marqué. Je vais pas revenir sur tout le livre, mais vraiment sur les choses qui m'ont marqué. Déjà c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, vraiment, malgré le fait qu'il soit long, etc. C'est un livre... Vraiment, j'aime bien ce genre de livre déjà parce qu'on suit le héros de sa naissance à sa mort. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Enfin, j'aime vraiment qu'on puisse voir en fait l'évolution du héros, comment il grandit, ses amitiés, ses amours, les péripéties de sa vie, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc déjà, ça, c'était pour moi. Je pense que peut-être que certaines personnes trouveraient sans doute le livre un petit peu lent. Mais moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. J'ai aimé aussi être la première lectrice malgré le fait que cet objet soit particulièrement vieux, puisque j'ai dû en fait découper des pages au couteau parce que c'était encore collé de l'imprimerie, donc voilà, c'était une expérience assez intéressante en fait. Et voilà, après ce que j'ai aussi aimé repérer dans le livre, c'est... des petites choses. Alors je sais pas si dans les versions ultérieures il y a eu ce genre de choses ou si ça a été enlevé. Les versions postérieures. En fait, il y a énormément de récurrence du mot petit. Petite brouette, petit veston, petit... voilà. Et pareil, au niveau des auxiliaires, parfois ce qu'on emploie aujourd'hui, par exemple, on emploie l'auxiliaire avoir pour certaines choses. Et bien dans le livre, c'est l'auxiliaire être ou vice-versa. Et c'est très intéressant. Enfin, vraiment, c'est très intéressant, je trouve. Ça m'a vraiment marqué à la lecture. Donc voilà, maintenant je vais vous lire un petit peu les passages et on va en discuter. C'est un livre qui me tient à cœur parce que je me suis beaucoup identifiée au héros, Michel, qui est globalement un homme qui n'a pas vraiment d'attache, qui aime vivre sa vie, bouger, et qui... Alors je sais pas s'il a un problème social qui fait qu'il s'attache pas vraiment ou quand on lui demande un petit peu de s'attacher, il a tendance à fuir. Voilà, ou c'est juste parce qu'il n'a pas envie de se compliquer la vie. C'est un héros très, très intéressant, il est assez inculte, mais en même temps il est assez doué. C'est-à-dire que dès qu'il lit un livre par exemple, tout de suite il va retenir tout ce qui se passe dedans. Il lit pas le journal parce qu'en fait il se dit mais en fait ça sert à rien, j'ai l'impression que c'est vraiment tout le temps du à suivre, que je prends le truc en cours, je comprends rien. Mais en même temps il arrive à comprendre les tenants et les aboutissants. Donc voilà, il est toujours plutôt bien entouré. En fait, je pense qu'il passe sa vie vraiment chez des gens qui sont plutôt aisés, qui ont un bon capital culturel et aussi économique, hein, faut le dire. D'ailleurs, ça m'a assez marqué dans ce livre, le fait que les personnages semblent en fait toujours se faire plus ou moins inviter chez des gens. Je me dis, mais aujourd'hui, en fait, on fait pas ça. Enfin, moi, par exemple, si j'ai envie d'aller chez quelqu'un un mois, je vais dire, bon, bah, je vais te payer la moitié du loyer, je vais payer les courses ou ce genre de choses. Et même, j'ai l'impression que ça se fait pas. Alors, je sais pas si c'était vraiment à l'époque où il y avait comme ça des gens qui invitaient d'autres gens chez eux à titre gratuit, etc. et que ça se faisait comme ça de façon naturelle, ou si c'est vraiment dans les romans d'Elsa Triolet. Mais en fait, ça m'a fait pareil dans Lady Susan de Jane Austen. C'est pareil, en fait, Lady Susan, elle se pointe chez sa famille comme ça, elle y demeure tant qu'elle veut, elle repart, enfin voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu, on va chez tout le monde, enfin je sais pas, ça m'a un petit peu marqué.
Donc voilà, Michel est très entouré et en fait ce qui est assez intéressant avec ce personnage-là, c'est que lui, il a envie de donner sa vie pour quelque chose qui en vaille la peine. En fait, il a vraiment envie d'être un héros, de sauver une princesse sur son cheval blanc. Enfin voilà, il a envie de mourir en héros, de donner sa vie pour quelque chose. Et je pense qu'il est vraiment allergique à la monotonie, je vais y arriver, à la monotonie et que en gros il veut vraiment toujours bouger, que quand il reste dans un endroit au bout d'un moment il en a marre parce qu'il voit toujours la même chose, il fait toujours la même chose, etc. et que eh bien ça le saoule. Et moi j'ai beaucoup, je ressens personnellement beaucoup ça, et notamment dans le monde du travail, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon travail, que j'ai compris comment ça fonctionnait, bah après je m'ennuie en fait et j'ai envie de changer, de voir autre chose, de faire autre chose, et c'est quelque chose qui en fait dans le monde actuel, enfin je pense qu'il y avait quelques années c'était encore pire parce que généralement les gens avaient tendance à faire toute leur carrière et toute leur vie dans un seul travail, donc là ça commence un peu à se retirer et enfin voilà, on peut un petit peu zigzaguer entre les emplois, mais je ressens ça beaucoup pour ça, et pareil pour les endroits où je vis. En fait, j'aime bien pouvoir changer, pouvoir explorer, pouvoir aller ailleurs, etc. Enfin bon, c'est totalement en contradiction avec pas mal de choses dans la vie d'aujourd'hui, par exemple acheter ou ce genre de choses, même si effectivement, voilà, je comprends que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter quelque chose plutôt que de louer toute sa vie, quoi. Mais voilà, c'est cette soif d'aventure-là chez Michel, et puis aussi, je pense qu'il est un petit peu... Enfin, il s'en fout un petit peu, il y va, et puis il a la chance de trouver quelque chose qui lui convient, de trouver des gens qui vont l'aider, qui vont l'héberger, qui vont lui proposer du travail. Et parfois, en fait, ces gens, quand ils se rapprochent trop de Michel, qui sont trop vraiment un peu dévoués, et ça se voit aussi dans ses relations amoureuses, hein, puisque en fait, lui, il a tendance à ne pas aimer. Alors, il va juste aimer une femme, Elisabeth, qui va le faire souffrir. Mais il a tendance vraiment à se détacher tout le temps, quand on l'aime trop, quand il sent qu'il s'attache, etc., à s'en aller, et voilà. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé pour ça, en fait, simplement. Donc, je vais vous lire plusieurs passages. Alors, j'ai des petites phrases comme ça que j'avais notées et que j'ai trouvées très jolies. Par exemple, il regarda s'éloigner la femme comme un train qu'on rate d'une minute. J'ai trouvé ça intéressant, c'était très poétique, surtout que c'était une scène dans une rue, etc. Donc c'était très poétique, et pareil, poétique, mais ça je vous en avais déjà parlé. C'est Michel qui dit donc quelle beauté cette glace, dit Michel, regardant le reflet d'Elisabeth dans la glace. Donc en fait, il parle de l'objet, mais en fait, le compliment, il va vraiment au reflet et donc à elle par ricochet. Et je trouve que ce style d'écriture-là est vraiment chouette. Ça m'a vraiment marqué, j'ai beaucoup apprécié. Donc, mes petites lectures. Donc, on commence par, en fait, la mère de Michel. Et on nous dit donc Julia, qui avait déjà goûté à l'opium de son vivant, était maintenant prête à y sombrer. La vie nomade commença. Sa seule discipline était Michel, donc son fils. Il était toute sa vie intime, la seule raison de ne pas se laisser aller définitivement, de ne pas en finir. Elle tenait les hommes qui l'accompagnaient dans la vie à l'écart de Michel, et même les acceptait en les remarquant à peine. C'était une femme d'un seul amour, et en fait, la mère de Michel, elle est vraiment dévouée à son fils. Alors, je crois me souvenir que en fait, son mari est mort, et donc après, voilà, elle sombre un petit peu comme ça, et elle va vraiment vouer la fin de sa vie à Michel, au fait de l'éduquer, au fait d'être tout le temps avec lui, donc c'est ça. Et je pense, alors après on peut dire une théorie du fait que en fait la mère de Michel l'a tellement aimé et lui il a tellement aimé sa mère qu'après c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à aimer une autre femme, mais je sais même pas si c'est ça, est-ce qu'il a eu un amour tellement fusionnel avec sa mère que du coup il a jamais réussi à retrouver la même chose chez une femme à l'âge adulte ou quoi, mais je sais pas, mais en tout cas j'avais trouvé ça vraiment beau, et je trouve que le style d'Elsa Triolet de façon générale est assez beau, assez poétique, et vraiment avec des tournures de phrases très 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 belles. Donc ensuite je vais vous parler un petit peu de la liberté de Michel, et donc j'ai des passages pour l'illustrer que je trouvais aussi très bien, qui m'ont vraiment fait réfléchir. Et donc on nous dit « Ah oui, il aimait marcher sur les routes, et encore plus sans route, sur du mou, comme les chevaux. » Il enleva ses souliers, et la poussière moelleuse, l'herbe fraîche, les brindilles et les cailloux qui blessent, tout lui était caresse, une intimité avec le sol, avec le paysage. C'était pourtant un paysage limousin, ce joli paysage vert qui n'adopte pas le promeneur, qui le laisse en dehors du cadre. Voilà, en fait, c'est vraiment la liberté. Michel, en fait, il enlève ses chaussures, il va marcher, il se laisse guider comme ça. C'est vraiment ça.
Ensuite, on a ouais, les passages où ça parle de liberté, du fait qu'en fait, il s'en aille, qu'il est libre et que... Donc, c'est un dialogue en fait entre Michel et... je sais plus comment il s'appelle. En fait, il vivait chez des gens, chez un frère et sa sœur, et au bout d'un moment, il décide de s'en aller. Et donc, l'homme lui dit nous dire au revoir. Donc, Michel répond il faut bien que je m'en aille un jour ou l'autre. Pourquoi ? André posa le broc. Voilà, il s'appelle André. Il ouvrait tout grand ses yeux bleus. Tu le comprends très bien. Michel baissait la tête. Ses petites cornes lui donnaient un air de taureau, pas commode, buté. En fait, il a des espèces de petits frisottis dans les cheveux, ça fait un petit peu des cornes. Et donc l'autre, il lui dit mais papa te trouvera du travail, il m'en a déjà parlé de lui. De lui-même, je lui ai rien demandé. À l'usine, par exemple. Et donc Michel, il répond mais tu me vois à l'usine ? L'autre, il dit très bien, c'est un travail de bureau. Un travail de bureau. Tu remercieras ton père. C'est toi qui le feras. Ce qui m'embête, c'est de dire au revoir et merci. Je voudrais partir comme ça. Je suis toujours partie comme ça. Mais ici, cela serait trop mufle. Comment est-ce que je pourrais faire ? Et l'autre, en fait, il s'inquiète. Il dit mais où iras-tu, Michel ? Voyons, on tient à toi. Où iras-tu ? Ne fais pas l'imbécile. N'aurait-on pas dit que les yeux d'André étaient pleins de larmes ? Il savait déjà que Michel allait partir. Et donc Michel, il répond tu sais, moi, je vais, je viens. Tu ne pourrais pas me donner un peu d'argent ? Je prendrais le train, ça mettrait tout de suite de la distance. J'irai à l'autre bout de la France. Et en fait, Michel, il est comme ça. Il part, les autres sont morts d'inquiétude pour lui, et lui, il fait bah, tu sais, je prendrai le train, on verra bien, quoi, là où mes pas me guideront. Et c'est trop ça. Et je trouve ça, mais magique, quoi. J'adore ce personnage pour ça. Alors aussi, pour vous illustrer un petit peu l'inculture de Michel, il y a une scène avec donc le journal, et je vous en ai un petit peu déjà donné le goût avant. Donc en fait, on lui dit t'es plus un morveux, criait-il en donnant de grands coups de poing sur la table. T'es plus un morveux. Ouais, tu n'es plus, en gros. Alors, s'il faut remettre ça, tu ne sauras même pas qui t'aura mis dedans. Pourquoi on t'envoie à l'abattoir ? J'appelle ça une honte. En fait, c'est une personne qui essaye de lui dire mais en fait, tu connais rien, pourquoi tu veux pas lire le journal ? Enfin, t'es plus un gamin, maintenant t'es un homme, donc renseigne-toi s'il te plaît, quoi. Et donc, Michel finissait par poser le plateau et prenait docilement le journal. « Qu'est-ce que tu veux » disait-il d'une voix plaintive. « Je n'y comprends rien. Je n'en ai jamais lu de journal. C'est comme si je tombais au milieu d'un feuilleton. Je n'y comprends rien. C'est tout du à suivre. » Et effectivement, en fait, quand vous lisez les journaux au quotidien, en fait, vous vous apercevez que, avant, ça devait être un petit peu moins, mais maintenant, avec tout ce qui est réseau, internet, etc., on a des nouvelles qui arrivent à la minute, et limite, c'est comme si vous suivez plus le truc, vous allez être perdu parce qu'il s'est déjà passé 3 milliards de choses. Alors, je pense après qu'en 1940, ça allait beaucoup moins vite, qu'il y avait un travail plus long pour récolter les informations, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est d'autant plus ça. C'est-à-dire que tout est à suivre, et tout est à suivre d'ici 1 heure, quoi. Le flot d'informations est énorme. Et il suffit de tourner les yeux un petit peu et hop, vous comprenez plus rien à ce qui s'est passé. Alors qu'en vrai, je pense que, personnellement, moi, je suis plus du genre à ne pas trop m'informer, justement, parce que je trouve que c'est assez... Ouais, ça me déprime un petit peu, et puis en plus j'aime pas trop ce flow comme ça continuel, j'ai l'impression d'être toujours sous tension, donc j'ai tendance à un petit peu, on va se calmer, je reviendrai d'ici 1 semaine voir si ça a évolué, parce qu'il y a beaucoup aussi de blabla pour pas grand chose en fait, juste pour faire le buzz, juste pour des titres putaclic ou ce genre de choses, et franchement c'est quelque chose aujourd'hui qui moi me plaît pas du tout. Donc à l'époque ça devait être un petit peu moins le cas. Mais en tout cas les journaux c'est vraiment un feuilleton, je suis assez d'accord avec lui. Donc voilà, alors après Michel, ce qui est intéressant c'est qu'il a souvent aussi le cafard. C'est-à-dire qu'en fait c'est de base, enfant, adolescent, etc., il est vraiment très... il réfléchit pas en fait, il vit sa vie, il y va, mais au bout d'un moment il commence quand même à avoir le cafard, et il y a des passages que je trouve très beaux. On nous dit « Michel sortit de la gare, il prit une chambre au premier hôtel venu. Il en choisit un moche, en espadrille avec un tricot bleu et sans bagages. Mais l'hôtel était encore plus moche qu'il ne l'avait souhaité. La fenêtre donnait sur la cour, c'était à étouffer. Michel, tout nu sur les draps rapiécés, les bras en croix, ne bougeait plus pour avoir moins chaud. Il y a une différence de température quand on descend vers le midi. Il n'y a pas à dire, il y fait plus chaud. En Espagne, il doit faire encore plus chaud. Était-ce la chaleur ou quoi ? Mais il n'allait pas bien. Le cafard. Un cafard qui prenait la forme d'une araignée, d'une grosse, ignoble araignée noire velue. Qu'est-ce qu'il avait, bon Dieu de bois ? Qu'est-ce qu'il avait donc, le cafard ?
Il n'y avait rien de changé. Il allait et venait comme avant, comme toujours. Il ne faisait que ce qui lui plaisait. Est-ce que cela lui plaisait tant que ça? Pas du tout. Alors, il n'avait qu'à faire autre chose. Mais quoi? C'était là ce qui n'allait plus. Autre chose. Très bien, mais quoi? Quoi? Il avait promis de lire les caves. Et il ne les avait pas lues. Qu'est-ce que cela vient faire là-dedans? La pensée a sa logique. Il devait y avoir des associations d'idées là-dessous. Il n'avait pas lu les caves, mais il avait lu plus qu'il ne voulait bien le dire. C'était un genre qu'il se donnait. Cela faisait bisquer André et Francine. Et puis quand lui, il lisait quelque chose, il s'en souvenait. Il n'était pas comme tant d'autres. Donc là, c'est le passage où je vous dis que quand il lit, voilà, il s'en souvient. Balzac, par exemple. Il le connaissait par cœur, Balzac. Donc voilà, il dit, voilà, est-ce qu'il l'a lu, etc., etc. Donc il n'a pas lu Proust, c'est entendu, ni Jules Romain. Il avait le temps. Mais enfin, qu'est-ce que c'est qu'il ronge comme ça? 22 ans. Ce n'est pas un grand âge. Il ne sait pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Que voulez-vous que je fasse dans la vie? Tout ce qui me plairait, c'est d'être un héros. Tu parles d'un métier. La belle. C'est bon pour les gosses, ces histoires-là, donc de sauver la belle sur son cheval blanc. Pas de belle à défendre, pas de peuple à libérer, pas de monstre à combattre. Je voudrais me sacrifier, accomplir des actions d'éclat. La foule jetterait des roses sur mon passage, sous les sabots de mon cheval blanc, ou Aslan. Il s'engourdissait dans cette chaleur poussiéreuse, sans dormir franchement. Donc ça, en fait, c'est un passage où il a quitté André et Francine, et où il est à son hôtel, et en fait, j'imagine qu'en fait, André et Francine lui manquent, qu'il est un petit peu... il a le cafard, il sait pas trop quoi faire de sa vie, et il est là, il bouge pas, et... Voilà, il sait pas. Et il y a pas mal de scènes comme ça où il est un petit peu perdu, et notamment... en fait, après le suicide d'une femme, Michel, il est assez compliqué parce que c'est vrai que c'est un homme de qui on tombe très facilement amoureux. Et lui, il l'aime pas facilement. C'est-à-dire qu'il se lasse très vite, il n'a pas le même degré d'amour et généralement, quand on l'aime, ça l'emmerde. Voilà. Et donc, en fait, il est très... je sais pas comment dire, mais en fait, elle l'embête et lui, ça l'énerve en fait. Et j'ai une scène là-dessus, j'aimerais bien vous la lire. Alors, ça concerne pas du tout Irène, mais ça concerne sa femme plus tard. Et c'est une scène qui est assez parlante de ce qu'il ressent. Et en fait, c'est une scène qui parle des disputes et de ce qu'il pense des disputes en fait. Et donc, il dit. Et à peine avait-il réussi à se sortir de cette fumée et de se concentrer sur l'hélice qu'il allait falloir recommencer à s'expliquer, à danser sur la pointe des pieds pour ne pas faire mal, et faire mal fatalement, et haïr cet être misérable de la voir si misérable, se sentir un monstre et de lui en vouloir à mort. Qu'est-ce qui le débarrassera de ce fléau? Et en fait, c'est ça. C'est que Michel, je pense qu'il aime pas tout ce qui est compliqué, il aime pas se disputer, il a peur de faire mal, mais en même temps, quand l'autre arrive pas à répliquer parce que l'autre l'aime forcément plus que lui l'aime, et en fait, quand je pense que quelqu'un vous aime plus que vous l'aimez, c'est hyper facile de le blesser. Et si vous n'êtes pas un Machiavel en puissance ou un génie du mal, en fait, ça vous fait souffrir de faire souffrir l'autre. Et je pense, et pour l'avoir déjà vécu, que ça vous énerve en fait. Et vous êtes là, mais c'est qui m'a foutu ce débile là, ou cette débile, qui en fait est incapable de se défendre et qui me dit amen à tout, et j'ai beau être horrible, genre c'est toujours comme ça, et la personne après elle souffre, et moi ça m'énerve de devoir la faire souffrir, et genre en fait ça vous met dans une sorte d'état un petit peu comme ça. Enfin moi je comprends très très bien. Parce que j'ai eu une relation où c'était exactement ça, où j'en avais marre, et j'en avais marre que l'autre me dise amen, j'en avais marre de voir que je faisais souffrir l'autre, et en fait c'est juste parce que j'avais pas l'initiative de rompre la relation et de dire ok, ça c'est terminé parce que là c'est pas possible, enfin on n'est pas du tout sur un pied d'égalité, je te fais souffrir et j'essaye de pas te faire souffrir, mais en même temps si je te fais pas souffrir tu comprends pas, enfin voilà, et c'était vraiment quelque chose comme ça, quelque chose de dur, et en fait c'est pour ça que je pense que cette citation m'a beaucoup parlé aussi, parce que clairement je me reconnais beaucoup là-dedans. Donc voilà, et donc quand il est avec Irène, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'elle l'aime et elle aimerait qu'il l'aime autant qu'elle l'aime, mais sauf que c'est pas possible, et lui ça le saoule en fait, ça le gonfle, et comme Irène elle est vraiment très amoureuse de lui et qu'en fait il y a à peu près toute sa vie, et elle finit par se suicider en fait, parce qu'il l'aime pas assez, parce qu'il la rejette, parce qu'il prend ses distances avec elle, et donc voilà. Et après le suicide justement d'Irène, forcément Michel il tombe dans une sorte de dépression, parce que bon, il est pas... C'est pas un méchant, enfin il est pas machiavélique, c'est juste qu'il a une façon de traiter les autres qui est assez particulière et peut-être injuste pour eux, parce que en fait les autres l'aiment et lui il leur rend pas finalement cet amour-là. Donc c'est ça.
Et donc on nous dit, alors j'ai plusieurs passages sur les dépressions de Michel. Donc voilà, donc c'est après la mort d'Irène. Et donc il dit, le pire était que dans le courrier, il y avait un pneumatique d'Irène. Il ne l'ouvrirait pas. Elle le persécutait encore après sa mort, la garce, la malheureuse. Tout lui revint, comme une envie de rendre. Mais qu'est-ce qu'il y pouvait? Si c'était à recommencer, il n'aurait pas agi autrement. Fallait-il jurer l'amour à une fille qu'il pouvait à peine supporter, l'aménager? Il était bien incapable de l'attention qu'il faut porter à ce genre de choses. Est-ce qu'il prêtait seulement attention à lui-même? La vie vient comme elle peut. Voilà qu'arrive cette fille qui n'a rien à fiche et qui le choisit comme distraction. Mince de distraction. Quel droit avait-elle sur lui? Eh bien, lui, il ne s'amusait pas avec elle. Ah non alors. Il prit avec colère le pneumatique, le déchira menu et en jeta les morceaux dans la corbeille à papier. Donc là, en fait, il est en colère parce que il comprend pas. En fait, lui, il est le sujet de l'amour de cette femme et genre, en fait, il veut pas d'être responsable du fait qu'elle se soit suicidée parce que pour lui, c'est son choix et que lui, il peut rien en fait. Ça, c'est assez prenant, je trouve. Et donc, après, pareil, alors c'est la page un petit peu avant. Donc en fait, là il déprime en fait. Il n'est pas en colère, il déprime. Michel était comme dans le coma. Les yeux grands ouverts, il ne voyait rien, il ne pensait à rien, concentré sur le néant comme sur une douleur. Je voudrais penser, mais à quoi? À quoi penser? Il n'y avait rien. Le temps ne passait pas. Je voudrais penser à quelque chose. Le temps ne passait pas. Puis il y avait soudain moins de lumière dans la pièce. Elle se laissait envahir par le brouillard. Les objets disparaissaient peu à peu, la fenêtre devenait noire. Penser à quelque chose. À quoi? Il s'endormait. Donc voilà, en fait, il est comme ça et il passe des jours et des jours allongé sur son lit. Et en fait, il y a la patronne de là où il est. Alors, je crois qu'à ce moment-là de l'histoire, il est allé dans une auberge. Et donc, elle essaye, elle essaye de l'aider. Vous seriez bien mieux dans la salle en bas, monsieur, vous mangeriez plus chaud. Enfin voilà, elle a un petit peu pitié de lui. Et lui, il est vraiment dans un mauvais jour parce qu'en plus, il a des pensées complètement dérangeantes. Il dit à Michel regarder son dos gras et le chignon, s'il la culbutait pour lui apprendre. Pouah, ça lui plairait peut-être à elle. Il serait joli après. Donc voilà, et donc c'est ça. Il reste dans une sorte d'état de dépression, de coma après la mort d'Irène. Et c'est vraiment intéressant ces passages-là. J'ai beaucoup aimé tous les passages dépressifs de Michel, justement. Donc c'est ça. Après, il y a des choses un petit peu plus, c'est juste parce que j'avais envie de partager comme ça, notamment pour l'amour-goût de... en fait, c'est l'amour-goût d'Irène en même temps, au début. Non, Simone, pas Irène. Il y a plein de femmes dans ce livre. Donc, c'est Simone, c'est une femme... en fait, je pense que Michel, il est assez intéressé par elle, et justement parce qu'elle s'intéresse pas trop à lui. Parce qu'en fait, elle lui explique pourquoi, mais lui, il dit « Je voudrais, dit Michel, que toutes les femmes soient comme vous, discrètes, sans histoire, pleines de bon sens. » Et en gros, ce qu'on comprend, c'est pas autant attaché à lui, quoi, pas en amour, en pamoison devant lui. Et elle dit « C'est parce que j'ai pour vous un amour-goût, pas un amour-passion. J'en ai un petit sentiment de regret, mais j'ai du bon sens, comme vous dites. Je ne vais pas courir après ce que je ne peux pas avoir. D'ailleurs, de temps en temps, j'ai quand même l'impression que je suis amoureuse de vous. » Et là, il fait « Simone, je vous en supplie, ce serait affreux !» Donc voilà, et elle fait « Ah, mais je vous taquine !» Donc voilà, et après, elle essaye de parler d'Irène avec Michel et du problème d'Irène, du fait qu'elle est en dépression, parce qu'à ce moment-là du livre, elle ne s'est pas encore suicidée. Et donc ça, c'est intéressant, cette histoire d'amour-goût, le fait de ne pas courir après ce qu'on ne peut pas avoir, parce que Michel, clairement, c'est ça. C'est une sorte de cheval lancé au galop et personne ne peut le rattraper, parce qu'en fait, à part Elisabeth qui finit par aimer, et ça se termine très mal, parce que lui, il n'est pas assez cultivé pour cette femme, et elle finit par le tromper. Mais globalement, toutes les autres femmes de la vie de Michel n'arriveront jamais à obtenir son amour, et ni à le rattraper, en fait, c'est ça. Donc c'est ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi un passage. Alors je vais vous le lire, pareil, je crois que ce sera le dernier que je vous lirai. Ou peut-être, ouais non, je vais vous lire un petit peu encore. Donc sur le passé, un petit peu passé à venir. En fait c'est Michel, toujours dans ses pensées. Le passé, il avait un passé. J'aime les femmes qui ont un passé et les hommes qui ont un avenir. Cela pouvait être de l'Oscar Wilde. Il n'avait pas d'avenir, ni de passé au fond, rien. Sa vie était de l'écriture sur de l'eau. Il avait été trop généreux, trop désinvolte, pas assez économe. Drôle qu'il en fût d'arriver à penser à ça. Que s'était-il préparé pour la deuxième moitié de sa vie? De l'argent, diraient les gens.
de cet argent poisseux qui lui collait de partout. Il se sentait comme un homme qu'on aurait roulé dans du goudron et de la plume, du goudron et des pièces d'or. Est-ce qu'il avait besoin de Marie pour avoir tout l'argent qu'il voulait? Alors Marie, c'est sa femme en fait, et c'est une femme qui est extrêmement riche. Et donc en fait, il a accepté de l'épouser, il l'aime pas, elle est très attachée à lui, et je pense qu'elle l'aime. Et en fait, il pense que l'argent de Marie, il est poisseux. L'argent de Marie était poisseux. Pourquoi y avoir touché? Pourquoi avait-il raté sa vie? Honnêtement, Marie n'y était pour rien. Rater sa vie, quelle idée. Oui, il aurait pu construire des avions, mais il n'était qu'un triste ignorant avec le cerveau ankylosé. Trop tard, trop tard. Élisabeth l'avait dit. La culture, c'est comme la danse, il faut commencer enfant. Élisabeth. Il avait raté sa vie parce qu'on ne lui avait pas donné l'occasion de la sacrifier pour quelque chose, pour quelqu'un. Était-ce sa faute si, dans notre XXe siècle, personne n'avait besoin de sacrifice? Il était venu au monde trop tard. On ne sait plus ce que c'est que le sacrifice, l'héroïsme, l'honneur, l'amour. Il avait été plus heureux en Afrique avec les Noirs à affronter les dangers. Des dangers stupides, du danger express, du sport quoi. Chose grotesque que le sport, un pis-aller. Élisabeth ne faisait aucun sport. Il aurait voulu rencontrer une femme qui saurait mourir d'amour. Pas d'un amour malheureux, d'un amour heureux. C'est ça, un amour malheureux. Élisabeth savait aimer totalement. Un aperçu, il n'avait eu qu'un aperçu de ce que cela aurait pu être. Pauvre Élisabeth. Elle n'était pas assez forte, pas assez grandiose pour supporter longtemps la totalité d'un amour, comme tout le monde. On n'est pas des géants, des génies. Alors lui, Michel, avait aussi un amour malheureux. Comme Marie, possible. C'était possible. Sans ça, pourquoi fallait-il, pour qu'une femme l'émût, qu'elle eût quelque chose d'Élisabeth, de sa courbe, de ses inflexions? Personne ne pouvait voir le regard d'Élisabeth, sa voix, ce doux filet de voix. Personne ne pouvait avoir le regard d'Élisabeth, sa voix et ce doux filet de voix. Sa fraîcheur fatiguée, 7 ans. Il y avait 7 ans qu'il ne l'avait pas revue, Élisabeth. Et en fait, il est vraiment très attaché à Élisabeth. Et je pense que le problème de Michel, c'est surtout qu'il veut vraiment un amour fusion et que c'est pas possible. Ou c'est très peu probable, en tout cas. Et c'est ça, et il veut se sacrifier. Alors, bon, on est entre deux guerres au moment de l'histoire, donc en fait, pour lui, en fait, il n'y a pas la guerre, lui, il a envie de se sacrifier pour une cause, sauf qu'il n'y a pas de cause. Donc, je vais vous spoiler un petit peu la fin pour ceux qui voudront, mais bon, il va finir par avoir sa cause. Mais voilà, entre deux guerres, voilà, il déprime parce que lui, il a envie que sa vie, ce soit de l'héroïsme. Et donc, il est là, mais en fait, j'ai raté ma vie. Et en fait, ça m'a vraiment posé la question, à partir de quel âge on peut se dire, j'ai raté ma vie? Je me dis, voilà, à partir de quel âge on se dit j'ai raté ma vie? 50 ans, 60 ans? Quand est-ce qu'on s'en rend compte, en fait, quand on a raté sa vie? Quand est-ce qu'on commence à se poser cette question-là? Et je me dis, mais commencer à se poser cette question-là, ça doit être tellement horrible, mais vraiment tellement horrible de se dire, de regarder derrière soi et de se dire, mais en fait, dans ma vie, j'ai rien fait. Ça a été une succession d'heures, de jours, et j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Et je trouve que c'est vraiment violent, en fait. Donc voilà. Mais ce livre, en fait, il y a pas mal de passages quand même assez gais, assez intéressants, mais je sais pas pourquoi j'ai retenu que les passages un peu tristes. Donc voilà. Alors, est-ce que celui-là, je vous le lis? Bon, là, c'est pareil, hein, c'est Michel qui parle de rater sa vie. Hein. Donc, Michel, le front à la vitre d'une des fenêtres de son 6e, regardait Paris. Il n'y avait rien à voir dans cette pluie noire, mais Paris était là. Est-ce que tout était fini pour lui? Un ennui morne, immense, noir le tenait. Il sut qu'il ne s'en relèverait pas. De quoi, au juste? De tout ce qu'il avait raté, de ce qu'il n'avait pas compris, à côté de quoi il était passé. Enfin, par exemple, là, j'ai dit il était passé, mais en fait, dans le texte, c'est il avait passé. Donc, en fait, c'est rigolo, c'est comme je vous disais, les auxiliaires, parfois, ils sont intervertis par rapport à aujourd'hui. Donc, de quoi il avait passé? Il devait bien y avoir quelque chose dans le monde pourquoi c'était la peine de vivre et de donner sa vie. Puisqu'on la perd pour rien, puisqu'on est condamné à mort de toute façon. Il n'avait pas su discerner quelle était cette chose valable. Maintenant, il n'avait plus le temps, il allait mourir, bientôt. Il le savait, comme s'il avait regardé l'heure du départ. Ce n'était plus la peine de commencer quoi que ce fût. Si son horaire était exact, il n'y avait plus le temps. Et ça, en fait, ça me fait vraiment penser... J'ai une collègue, en gros, elle approche de l'heure de la retraite, et je pense qu'elle aimerait bien changer de travail, mais elle se dit, en fait, ça sert à rien. Genre, je vais être à la retraite bientôt, donc ça vaut pas la peine. Et là, sauf que là, bon, bah, c'est au niveau de la vie entière, mais je me dis, à partir de quand c'est plus la peine? À partir de quand il faut plus se battre pour sa vie? À partir de quand on a la flemme? En fait, ça m'a vraiment posé... voilà. Si son horaire était exact, il n'y avait plus le temps. Lui qui aurait donné sa vie pour un oui, pour un non. Drôle comme les gens en font un plat de leur vie. Autrefois, ce n'était pas comme ça. On descendait parmi les lions pour ramasser le gant d'une dame. Tandis que maintenant, quelle histoire, on y tient à sa petite vie. On ne veut surtout pas la mettre en danger. On est prudent et timoré et précautionneux. Il s'agit bien de risquer sa vie, quand on ne veut même pas risquer d'attraper un rhume. Quelle chiennerie. Si bien que, quand on n'a pas peur du définitif, du plus
pour toujours, on ne trouve personne avec qui jouer. Et pourtant, tous ces gens calfeutrés dans leur vie humaine, il pourrait leur arriver des choses monstrueuses qui les mettraient dans une drôle de courant d'air. Une collision de la Terre avec une autre planète, ou le déluge pour fixer les idées. On verrait bien si ça leur profiterait, leur villa sur la côte d'Azur et leur caisse d'épargne. Ils sont là, sur du sable mouvant, à faire des projets pour dans 10 ans, à se tirer dans les pattes, à se faire de la bile, à se noyer dans un verre d'eau. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est justement tout le thème du risque et de la sécurité. Est-ce que dans votre vie, vous préférez être en sécurité ou prendre des risques ? Les risques, prendre des risques, aller à l'aventure, forcément, vous savez pas. Mais est-ce que vivre en sécurité, c'est bien ? Est-ce que vivre en sécurité, c'est plaisant ? Est-ce que ça vous donne entièrement satisfaction ? Ça, c'est vraiment des questions... moi, personnellement, ça me travaille énormément. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que j'aimais ça. Et après, je crois que pareil, page 423, on a vraiment aussi, pareil, tout ce qui est risque. Alors, hop... Donc là, il est en train de parler avec quelqu'un et il dit « Je t'en fiche mon billet qu'on ne me laissera pas le temps. » Mais même pas le temps pour simplement vivre. Je n'ai jamais pu comprendre comment les gens pouvaient avoir suffisamment confiance dans la stabilité de la Terre pour arriver à y faire quoi que ce soit. Surtout qu'ils lui font confiance et qu'ils sont prudents en même temps. Moi, je sais que tout peut sauter en une seconde, et c'est pour ça que je considère la prudence comme quelque chose d'insensé. Comme si on pouvait être prudent. Voilà, donc c'est ça. Je vais juste spoiler un petit peu la fin parce que j'ai envie. Donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé sur la fin du livre, eh bien je vous dis à plus tard. Et pour ceux qui s'en fichent, eh bien continuez avec moi. Ça va pas durer très longtemps. En fait, c'est sur la façon dont se termine le livre. Et personnellement, moi, ça m'a mis une claque. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, j'étais en train de pleurer. J'étais là genre, oh non, et tout. Alors qu'au final, Michel a vraiment eu ce qu'il voulait, puisque ensuite, il y a la guerre qui se déclare et il finit par être enrôlé dans l'armée et il meurt en héros sur le champ de bataille en essayant de sauver des gens. Et je pense d'ailleurs qu'il arrive à sauver des gens. Et franchement, je vais vous lire la fin du livre. Et... en gros, c'est une lettre de Jean Aurillac, qui est typographe, et qui l'envoie à Stanislas Bielinki, qui est un ami cher de Michel, qu'il a depuis très très longtemps. Et c'est une lettre justement qui écrit comment Michel est mort. Donc il se trouve qu'il a sauvé la vie donc, à ce Jean Aurillac. Et donc il écrit, voilà, votre ami est mort en héros, nanani nanana, Michel Vigo, voilà. Donc c'est ça... où il avait chanté. En plus, Michel, il a vraiment un énorme talent pour le piano et le chant, et quand il était à la guerre, eh bien, il trouvait toujours le moyen de faire rire les hommes, de les faire chanter, de mettre l'ambiance, etc. Et que c'était vraiment un camarade exceptionnel. Et à la fin du livre, donc après avoir lu cette lettre adressée à Stanislas, il y a 3 lignes. Vraiment, Elsa Triolet est horrible. Et ça nous dit, Stanislas Bielinki ne reçut pas cette lettre. Il y avait 1 an qu'il était dans le camp de concentration de Gurs, où l'on ne fait pas suivre les lettres. Voilà, parce que Stanislas en fait, était juif, et donc il a été déporté dans un camp de concentration. Et donc on a ce dernier chapitre en fait, où on apprend la mort de Michel, et en plus le fait que Stanislas ait été déporté. Donc voilà, c'était le Cheval Blanc. C'est vraiment un livre que j'ai adoré, vraiment. Il y a des passages peut-être un petit peu longués, mais moi ça m'a pas dérangé. Je vous le conseille vraiment. Alors bon, c'est quand même un petit pavé, hein, parce que il fait 450 pages. Donc c'est ça, je pense, voilà, vous pouvez le trouver en une autre version que celle-là. Je sais pas si ça a été modifié depuis, mais en tout cas, voilà, j'ai énormément aimé ce livre, que j'ai lu encore une fois dans le cadre du littératon féminin. Et je voulais vous partager un petit peu mes ressentis et les passages que j'avais vraiment énormément aimés, en sachant que, étant donné que c'était un vieux livre, j'ai pas du tout mis de post-it ou dessiné dedans, donc j'ai vraiment fait un papier à part en mettant page, temps, tata avec le sujet pour essayer de m'y retrouver, mais vraiment je le lirai avec énormément de plaisir, enfin je le relirai avec beaucoup de plaisir, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de découvrir davantage Elsa Triolet et sa plume et les thèmes qu'elle aborde, parce que ça me semble vraiment très très intéressant. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. J'adore en faire.
Alors je sais que c'est pas toujours au goût de tout le monde parce que des fois vous aimez juste que je vous raconte un peu, voilà, j'ai bien aimé tout ça et que je passe rapidement. Mais moi j'aime vraiment décortiquer le texte, lire les passages et un petit peu en parler et parler de mes ressentis. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je vais faire avec Proust, que je vais faire avec d'autres ouvrages je pense aussi. Donc voilà, c'est ça. Encore une fois, n'hésitez pas aussi à aller sur la vidéo des 300 abonnés puisque je fais gagner Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Kadra. Donc voilà, comme ça, le cheval blanc, Yasmina Kadra, tout ça. Et puis on se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao!